22 morts, 103 blessés dans la mine de Forbach. Les syndicats mettent en cause les mesures de sécurité. Nouvelle-Calédonie, les 5 expulsés n'ont pas quitté le territoire. Nouméa prépare une manifestation pour les soutenir. À Paris, le chef de la diplomatie israélienne, Yitzhak Shamir, condamne l'accord entre Palestiniens et Jordaniens que la France approuve. Le judoka le plus médaillé de France, Angelo Parisi, rend son kimono. Il abandonne la compétition, mais pas le judo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la catastrophe minière la plus grave et la plus meurtrière que la France ait connue depuis 10 ans. 22 mineurs sont morts ce matin et 103 autres ont été blessés ou intoxiqués dans le coup de grisou survenu à 7h21 à Forbach, dans la Moselle, dans le puits Simon, un puits qui appartient aux houillères du bassin de Lorraine. Gérard Pinson. Le puits Simon, à quelques kilomètres de la frontière allemande, a produit 2 millions de tonnes de charbon l'an dernier. C'est le site lorrain dont l'avenir est le mieux assuré. 3000 personnes y travaillent, 22 y sont mortes ce matin, à 1050 mètres de profondeur, sans doute victimes d'un coup de grisou, d'une concentration de plus de 5% de méthane dans l'air d'une galerie. Une étincelle suffit alors à déclencher l'explosion, suivie de l'embrasement des poussières de charbon. Ce matin, aucun des nombreux systèmes de détection n'a prévenu les mineurs. Cette nappe de grisou est venue soudainement. Rien n'a été enregistré au télévigile, rien du tout. C'était soudain. Moi, je pense que c'est une poche de grisou qui a été libérée et puis qui est rentrée dans l'atmosphère. Dès 7h30, plus de 60 sauveteurs sont intervenus, considérablement ralentis durant les premières heures par l'épaisse fumée qui avait envahi l'ensemble des galeries de l'étage. Le système d'aération du chantier était détérioré. Pour les 22 mineurs de la veine numéro 18, tout espoir fut très vite abandonné. Parmi leurs 900 camarades évacués, une centaine durent être hospitalisés, intoxiqués pour beaucoup par le dégagement d'oxyde de carbone. Les premiers corps n'ont été remontés à la surface que vers 13 heures. Pour la foule rassemblée sur le carreau de la mine de Forbach, l'attente a été dramatique. Vous savez, hein, c'est dur hein, quand les maris soi-même travaillent. C'est dur. Le Premier ministre Laurent Fabius vient d'annoncer qu'il se rendrait demain matin sur le carreau de cette mine. Cela dit, dès cet après-midi, tous les syndicats des mineurs ont dénoncé l'insuffisance des mesures de sécurité au fond de la mine. Ils y voient la raison première de ce drame et tous réagissent dans le même sens. La CGT appelle à une grève de 24 heures au moment des obsèques des victimes. La CFTC demande une commission d'enquête officielle. Force ouvrière se porte partie civile et la CFDT et la CGC refusent elles aussi le simple argument de la fatalité. Nous sommes en liaison en duplex avec le studio de FR3 à Nancy, où nous avons réuni autour de mon confrère Bernard Derty, le directeur général des houillères des bassins de Lorraine, Monsieur Joseph Bernard. Monsieur Bernard, je voudrais vous demander tout de suite ce que vous répondez aux syndicats qui vous reprochent, en résumé, d'avoir choisi d'augmenter la productivité dans les mines au détriment de la sécurité. Puis, avant de répondre, je crois qu'il convient de rendre hommage aux victimes, surtout après les images que nous venons de voir. Hommage aux sauveteurs aussi, à ceux qui nous ont apporté leur aide, et enfin partager la douleur des familles qui pleurent en ce moment les disparus dans leurs familles. Alors, productivité et sécurité. Il est clair que ce sont deux facteurs pour moi qui vont de pair. En effet, productivité, cela veut dire organisation du travail, cela veut dire chantier bien équipé, et du même coup, cela veut dire aussi sécurité. Je crois que ces deux facteurs vont de pair, et en effet, par exemple, si on observe ce qui s'est passé entre 70 chez nous et 81 en particulier, eh bien, la productivité a décru, et la sécurité, elle aussi, ne s'est pas améliorée, au contraire, elle a elle aussi décru. Oui, Monsieur Joseph Bernard, vous avez vous-même reconnu, c'était à la Sainte-Barbe, le jour de la fête des mineurs, que les efforts en matière de sécurité n'étaient pas suffisants. Alors, est-ce que depuis, on a tenté de faire quelque chose pour aller plus loin ? Oui, alors, effectivement, à la Sainte-Barbe 1984, j'ai évoqué au cours de mon discours... Il faut rappeler qu'il y a eu 8 morts cette année aussi, au cours de l'année 84. Absolument. J'ai donc évoqué au cours de mon discours de Sainte-Barbe que nos résultats de sécurité, s'ils étaient bons, et je parlais de la sécurité du personnel, la sécurité individuelle, s'ils étaient bons au plan statistique, étaient très mauvais, car nous avions beaucoup trop d'accidents mortels. Et bien sûr, c'est toujours valable. Alors depuis,
Nous avons fait des efforts considérables. Nous avons fait toute une série d'opérations de recherche de risques. Nous avons essayé d'augmenter la vigilance du personnel. Charles Meurer, vous êtes membre du comité d'hygiène et sécurité de cette DHBL. Alors est-ce que vous êtes rendu compte de ces efforts dont parle monsieur le directeur général? Des efforts, franchement dire, je ne sais pas. Disons que... Vous-même, vous travaillez au Puy-Simon, il faut le rappeler. Je travaille au Puy-Simon, effectivement, oui. Alors voilà ce que j'aurais à dire, c'est que depuis quelques années, la récession nous amène des désagréments. Hein. Alors il y a quelque chose qui se dégrade, il y a une situation qui se dégrade actuellement au HBL. Il y a un manque de personnel suite à cette récession, il y a une désorganisation des chantiers, il y a une économisation de matériel, il y a une mauvaise ambiance qui se passe, il y a les mutations. EDF entre autres, hein. Il y a les retraites anticipées, ça veut dire le personnel qui part plus tôt que prévu, et ce personnel-là est un personnel qualifié, est expérimenté. Voilà. Alors vous voulez dire que les mineurs qui partent actuellement, qui vont à la retraite, étant des gens expérimentés, partent, et du même coup, la mine se trouve privée de ces gens qui ont beaucoup d'expérience. Exactement, parce que ce sont les meilleurs éléments qui partent actuellement en retraite. Alors, monsieur Bernard, est-ce que c'est fatal finalement, le charbon, une énergie d'avenir, dites-vous, mais qui tue tout de même beaucoup d'hommes? Alors est-ce que ça vaut le coup finalement, cette énergie d'avenir? Je crois qu'il faut voir cette question d'une autre façon. Je pense que ça vaut le coup de continuer à produire du charbon en France, mais il faut le faire avec beaucoup moins de morts, et si possible avec aucun mort. Est-ce que c'est possible? C'est certainement possible de se rapprocher de ce aucun mort. Est-ce que vous croyez que ça soit possible de... Ben, vous savez, d'après les informations, on parle actuellement de puits modernes, hein, comme le puits 5 où en 76, vous savez très bien, il y a eu cet terrible accident qui a provoqué 16 morts. Aujourd'hui, à Simon, d'après les premières informations que nous détenons, on sait que dans ce secteur-là, où l'explosion s'est produite, il y avait un moyen de détection moderne qui manquait quand même sur place pour le moment. Messieurs, je vous remercie. Merci. Évidemment, nous attendrons les conclusions de l'enquête qui a commencé aussitôt. Je rappelle que cette catastrophe a fait 22 morts et 103 blessés ou intoxiqués. En Nouvelle-Calédonie, l'arrêté d'expulsion pris par Edgar Pisani à l'encontre de 5 responsables du Front calédonien, cet arrêté est exécutoire depuis quelques heures. Toutes ces personnes ont disparu de leur domicile et sont donc désormais en infraction avec la loi. Et tout à l'heure, le RPCR doit organiser à Nouméa une grande manifestation pour protester contre ces expulsions. Il est pour l'instant 8h20 en Nouvelle-Calédonie, 8h du matin, et au téléphone, Laurent Dupart nous décrit le climat qui règne là-bas. Le centre-ville de Nouméa est quadrillé depuis ce matin par les forces de l'ordre. Les bérets rouges ont pris position tout autour du Haut-Commissariat, la résidence d'Edgar Pisani. Impossible de dire pour l'instant combien d'habitants de Nouméa descendront tout à l'heure dans les rues de la ville. Le défilé pour la liberté, décidé en violation de la loi sur l'état d'urgence par le député Jacques Lafleur et le maire de Nouméa, Roger Larocque, débutera vers 10h du matin, minuit, heure de Paris. Des défilés sont aussi prévus dans 3 autres localités du territoire, Bourail, Koumak et Lafoa. Les 2 chefs de file du RPCR ont donné de strictes consignes à leurs sympathisants. Il ne doit y avoir ni désordre ni violence. Tout débordement, affirme-t-il, servirait de prétexte à Edgar Pisani pour justifier une répression. De son côté, le FLNKS a condamné cette manifestation et appelé tous les indépendantistes kanaks à se mobiliser pour assurer leur défense. Le ministre des Affaires étrangères d'Israël, Yitzhak Shamir, a fait escale en France aujourd'hui. Il a rencontré cet après-midi le président de la République. Monsieur Shamir a entrepris une tournée des capitales européennes pour défendre l'agriculture de son pays, qu'il juge menacée par l'extension de la communauté européenne à l'Espagne et au Portugal. Les productions de ces pays sont en effet directement concurrentes de celles d'Israël. Mais on a parlé aussi de la situation au sud Liban, bien sûr, où l'armée israélienne continue son retrait dans un climat très tendu. Et on a parlé surtout de l'accord conclu récemment entre le roi Hussein de Jordanie et Yasser Arafat, le chef de l'OLP. Et les analyses divergent à propos de cet accord. La France, comme les États-Unis et comme l'Égypte, jugent que c'est un pas important vers la paix au Proche-Orient. En revanche, la Syrie rejette l'accord, de même qu'Israël, ou en tout cas son ministre des Affaires étrangères. M. Shamir a expliqué tout à l'heure à Joël Hazard pourquoi les termes de cet accord jordano-palestinien ne lui convenaient pas. Ce sont des principes qui ne sont pas acceptés par nous, par exemple, l'établissement d'un État palestinien. C'est connu qu'Israël n'accepte pas ça, ou le fait
et que l'OLP sera le facteur principal dans les négociations. C'est connu dans le monde entier qu'Israël n'est pas prêt à négocier sur la paix avec l'OLP, une organisation qui est toujours opposée à la paix. Et on parle dans cet accord sur une conférence internationale sur le Moyen-Orient. Alors c'est aussi connu qu'Israël n'accepte pas cette conférence parce que pour nous c'est un moyen d'éviter un contact direct avec nous. Ne craignez-vous pas que la répression anti-guérilla menée par Tzahal au Sud-Liban fasse de la population musulmane un ennemi irréductible d'Israël? Je ne sais pas si ces définitions que vous avez mentionnées sont les définitions qui décrivent l'état des choses. Moi, je vous dirais que si la population libanaise voit que notre armée se retire du Liban, ce qu'ils veulent, et malgré ça, les terroristes attaquent nos soldats, tuent, blessent. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors ils savent que nous allons nous retirer. Alors il faut arrêter ces actes terroristes. Et pour ça, l'armée a décidé de prendre des moyens pour arrêter ces activités. On les fait, on les arrête. Et notre retrait s'est produit comme il a été décidé. Et précisément aujourd'hui, au sud-Liban, l'armée israélienne a poursuivi ses opérations de ratissage dans 2 villages chiites. Le gouvernement libanais a demandé à l'ONU d'organiser une session extraordinaire pour examiner la plainte qu'il a déposée contre Israël à propos de ces opérations. Et puis par ailleurs, dans la banlieue sud de Beyrouth, l'explosion d'une voiture piégée a fait 7 morts et 25 blessés aujourd'hui dans un quartier à majorité chiite. Élections législatives au Pakistan, le régime militaire du général Zia les présente comme un pas nouveau vers le transfert du pouvoir aux civils. Le scrutin aujourd'hui s'est déroulé dans le calme, malgré l'appel au boycott lancé par les partis de l'opposition, et la participation à ce scrutin semble plus importante que prévu. Memona Interman. Le général Zia vote pour une Assemblée nationale sans pouvoir réel et qu'il pourra dissoudre à discrétion. La démocratie occidentale est incompatible avec l'islam, a-t-il dit. Le général Zia a fait arrêter la plupart des chefs de l'opposition qui avaient appelé au boycott. Des centaines de leurs militants sont en prison. Pour eux, ce scrutin n'est qu'une mascarade. La deuxième après le référendum de décembre sur l'islamisation qui installe le général Zia au pouvoir jusqu'en 1990. Un général qui se considère désormais, je cite, comme un président civil et populaire. Ce scrutin, le président pakistanais l'a organisé pour faire plaisir à ses alliés occidentaux. Les urnes lui confèrent une façade démocratique, pense-t-il. Arrivé au pouvoir, après un putsch en 1977, le général Zia s'appuie sur une dictature militaire. Depuis l'occupation soviétique de l'Afghanistan, il a réussi à gommer sa mauvaise image. Il avait fait pendre son prédécesseur, le socialiste modéré Zulfikar Ali Bhutto. En le recevant à Washington en 1982, le président Reagan l'avait félicité. Le Pakistan héberge sur son sol quelques 3 millions de réfugiés afghans. Situé entre la Chine, l'Inde et l'URSS, le Pakistan tient une place stratégique. Le général Zia présente volontiers son pays comme le protecteur des intérêts de l'Occident. En 1981, les États-Unis ont signé un programme d'assistance économique et militaire. 3,2 milliards de dollars, plus des matériels militaires, tels que 40 chasseurs-bombardiers F-16. Homme rusé, Zia a donc profité de la crise afghane pour renforcer sa défense, donc son pouvoir. Mais on reconnaît aussi que l'économie pakistanaise enregistre une croissance que lui envient d'autres pays du tiers-monde, même si la misère monte toujours la garde. À Marseille, 8 malfaiteurs ont dévalisé 202 coffres-forts dans une banque du quartier du Prado. Ils ont retenu en otage pendant plus d'1 heure les employés et une vingtaine de clients de la banque.
Et puis mystère à Avignon autour d'une fillette de 4 ans, la petite Céline. On l'a trouvée errant dans les rues d'Avignon le 12 février. Et ses parents, qui habitent près de Tours, ne se sont manifestés qu'aujourd'hui pour signaler sa disparition à la gendarmerie. Ils affirment, ses parents, que leur fille leur a été enlevée et que ses ravisseurs leur avaient demandé de ne pas prévenir la police. Les enquêteurs semblent sceptiques sur ces explications. Suite de la campagne pour les élections cantonales avec la réponse du Parti communiste au Parti socialiste à propos du désistement au deuxième tour. Lionel Jospin disait hier soir au Club de la Presse d'Europe 1 que, d'après lui, le Parti communiste devrait appeler à la discipline républicaine au soir du premier tour, sinon cela lui coûterait cher. Eh bien, Georges Marchais vient de lui répondre sur France Inter dans Face au public. C'est un chantage que je n'accepte pas. Ce qui compte aujourd'hui dans les élections cantonales, c'est le premier tour qui va permettre aux Françaises et aux Français de se déterminer, de dire ce qu'ils pensent de la politique actuelle, d'exprimer ce qu'ils souhaitent, de voter pour le candidat qu'ils considèrent le mieux placé pour défendre leurs intérêts. Candidat et parti. Voilà ce qui compte aujourd'hui pour nous, c'est le premier tour. Et j'ai dit tout de suite après, pour ce qui concerne le deuxième tour, là où la question se posera, eh bien, nous verrons le moment venu. D'accord. Voilà. La campagne officielle pour ces élections cantonales est ouverte depuis samedi. L'enjeu est important car bien sûr il préfigure la bataille des législatives de l'année prochaine. Important également parce que les conseillers généraux qu'il s'agit d'élire ont un pouvoir accru depuis la loi de 83 sur la décentralisation. À dire vrai, il semble que peu de Français connaissent le rôle exact que tiennent les conseillers généraux dans notre pays, d'où la nécessité peut-être de cette illustration par l'exemple préparé par FR3 Toulouse. Général, un clair-obscur saisissant. Question difficile pour réponse confuse. Il s'agit pourtant de leur argent. Chaque habitant du Gers a versé cette année 574 francs pour alimenter le budget du Conseil général, sans compter le tribut de la vignette qui vient grossir les caisses du département. Les 2 autres tiers du budget sont financés essentiellement par l'État, au titre de la décentralisation, et par les entreprises. Au total, une enveloppe de 480 millions de francs, le nerf de la guerre, le seul élément d'appréciation du pouvoir. Et il faut le savoir, le Conseil général investit dans le département autant que l'État, autant que les 462 communes du Gers. Deuxième élément d'appréciation, comment les 31 conseillers généraux décident-ils de dépenser cet argent? Ils touchent un peu partout. Ils touchent un peu partout. Ils sont chapeautés par le préfet quand même, je crois. Non? Non, ça fait Pas du tout? Non, absolument même pas. Un petit peu. Il est vrai qu'il y a encore 3 ans, le préfet, comprenez l'État, était maître de l'exécutif. Aujourd'hui, c'est un politique, le président du Conseil, élu tous les 3 ans par l'Assemblée des représentants cantonaux. Transfert de pouvoir, mais aussi transfert de compétences, au fur et à mesure que la nouvelle structure départementale prend du muscle. Le dernier en date de ces moments symboliques est tout récent, il n'a que quelques jours, la signature par le préfet et le président du Conseil général d'une convention qui crée l'administration départementale de l'aide sanitaire et sociale. Ce ne fut pas une mince affaire, l'aide sociale constitue en effet le gros morceau de l'intervention du Conseil général, il y consacre le tiers de son budget. Par ordre d'importance vient ensuite la voirie départementale, autrement dit, tout l'aménagement routier qui n'est financé ni par l'État ni par les communes. Revient également au département le financement pour partie du transport scolaire. 10 millions de francs pour 22 000 km de trajets quotidiens. Il devient également le distributeur numéro 1 de subventions. Il soutient le tourisme, la culture, le sport et les associations. Mais la grande nouveauté, c'est l'autorité économique du Conseil général. À des degrés divers, une 50aine d'entreprises sont actuellement soutenues par le département. Le vrai pouvoir sous un visage neuf, celui de la décentralisation. Pour cela, bien sûr, il faut du monde. L'administration départementale du Gers compte aujourd'hui 415 agents, placés sous la responsabilité d'un nouveau patron qui ne regrette rien. Quel est votre meilleur souvenir en ces 3 ans d'exercice? Le 24 mars 1982, au moment où j'ai signé la passation des pouvoirs avec le préfet du Gers. Et le plus mauvais? Il n'y en a pas. Voilà un homme serein et heureux. Un grand champion français vient de prendre sa retraite. Le judoka Angelo Parisi a annoncé hier qu'il arrêtait la compétition. Champion olympique et plusieurs fois champion d'Europe, Parisi abandonne son kimono mais ne déserte pas pour autant le judo français. Michel Drey. Ses amis le surnommaient Angelo le Magnifique. Il avait conquis tous les publics à Coubertin, Bercy, Moscou ou Los Angeles.
Il met un terme à une carrière prestigieuse après avoir souvent escaladé les podiums et glané pas mal de médailles, même contre des adversaires de 140 kilos. Son poids, ça me gênait beaucoup gêné. Je l'ai mis en déséquilibre, j'ai failli le faire tomber et lui, il ne m'a pas mis en danger. Aux Jeux de Los Angeles, une médaille d'argent dans la catégorie des lourds venait récompenser cette force tranquille après les 2 titres olympiques à Moscou. S'il a remporté ses plus beaux succès sous le maillot de l'équipe de France et subi aussi quelques défaites, Parisi, né en Italie, n'oublie pas qu'il a longtemps vécu en Grande-Bretagne, gagnant au passage une dizaine de titres. Avec un ménisque déchiré, des ligaments touchés, Parisi veut éviter le combat de trop. Aujourd'hui, il va s'occuper d'une grande salle de judo à Nîmes, mais avec un titre d'entraîneur national, il pourra découvrir quelques talents qui feront comme lui les beaux jours du judo français. Le dollar a fait un nouveau bond en avant spectaculaire. Aujourd'hui, on commence d'y être habitué. C'est la 5e semaine de hausse. À Paris, il est arrivé à près de 10 francs 54. Regardez, avec Henri Loret. Oui, encore une formidable accélération du dollar aujourd'hui, qui balaye tout sur son passage, marque, franc suisse, franc français, etc. Les banques centrales ne sont toujours pas intervenues pour stopper un mouvement qui paraît irrésistible. Elles attendent peut-être le moment propice pour le faire. En attendant, le dollar, comme vous l'avez dit, a pratiquement clôturé à 10 francs 54 à Paris. La bourse de Paris, elle a bien résisté aux prises de bénéfices. Les milieux boursiers, malgré les hésitations actuelles de Wall Street, restent confiants. Et cela s'est traduit par une nouvelle hausse de 0,15% des valeurs françaises aujourd'hui. New York regarde plutôt ce qui se passe sur les taux d'intérêt, où la tendance aujourd'hui est à une légère baisse. Le marché américain reste fondamentalement optimiste, mais le Dow Jones était en légère baisse à 1 heure de la clôture. Sans doute le dollar peut continuer sa cavalcade, mais, disent la plupart des spécialistes, personne ne maîtrise le marché, un marché qui est maintenant hors de contrôle. Cela n'est pas vraiment nouveau. Ce qu'il est, c'est que les Européens n'apprécient pas, mais alors pas du tout, les leçons américaines sur la relance économique. En gros, les Américains disent l'Europe est sérieusement à la traîne, elle n'est pas capable de profiter de la reprise aux États-Unis, et c'est cela qui coûte cher à son économie et à ses monnaies. Or, aujourd'hui même, dans les colonnes du Monde, Jean Ribou, président de Schlumberger, déplore, je cite, le défaitisme des Européens. Ce grand patron passe pour avoir l'oreille du président Mitterrand et il dit lui aussi que si la croissance continue d'être aussi vive aux États-Unis et au Japon et aussi lente en Europe, eh bien l'avenir de l'industrie européenne n'est pas rose et notre continent accueillera un jour sur ses plages les touristes américains et japonais. Le jugement est sévère, très sévère même, mais il a sans doute le mérite de poser un vrai problème. Le temps, demain, après quelques gelées le matin dans le centre, il y aura des nuages sur toute la moitié est du pays et des éclaircies sur l'autre moitié. Et en même temps, une bande nuageuse abordera la Bretagne le matin et traversera la France pour se situer le soir sur l'Alsace, la Lorraine, la Savoie et l'extrême sud-est. Cette bande nuageuse pourra donner quelques pluies, notamment sur la Bretagne et sur la Corse. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22h50 pour une nouvelle édition de Soir 3. Passez maintenant une très bonne fin de soirée avec l'équipe de Thalassa. Et avant de prendre la mer, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. 22 morts et 103 blessés dans la mine de Forbach, frappée par un coup de grisou. Les syndicats dénoncent la sécurité insuffisante. Nouvelle-Calédonie, dans quelques heures, début de la manifestation à Nouméa pour soutenir les leaders expulsés par Edgar Pisani. Le chef de la diplomatie israélienne, Ishaq Shamir, rejette l'accord entre Palestiniens et Jordaniens que Paris approuve. Cantonal, Georges Marchais répond à Lionel Jospin à propos du deuxième tour. Nous verrons plus tard.